Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Les éléphantos de Côte d'Ivoire ne participeront pas au CHAN 2025 prévu se dérouler au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda, prévu du 1er au 28 février 2025. Nous aurons à en parler tout à l'heure. Et puis, en second point, au titre de l'actualité sécuritaire, nous aurons analysé le communiqué réponse du chef d'état-major général des armées de Côte d'Ivoire suite aux accusations du général Tiani, président du Niger. Merci d'être avec nous. Le Grand Talk démarre maintenant. Merci d'être avec nous. Nous sommes pratiquement à la veille du dernier jour de la fin de l'année, en espérant que vous portez bien, que vous portiez bien en tout cas. Merci d'être avec nous. Ce soir, nos amis sont là pour analyser l'actualité nationale et internationale. Élisée Boloube, bonsoir. Merci d'être avec nous. Bonsoir Christelle, c'est un plaisir renouvelé de retrouver tous les téléspectateurs à qui j'adresse un coucou et que je remercie pour leur fidélité. Marius Komoé, bonsoir et merci d'être là. Merci Christelle. Nous ne pouvons que répondre à l'appel de la République et en étant toujours sur le plateau pour éclairer l'opinion publique, mais en même temps avec cette tristesse qui frappe donc à notre porte au sein de notre petite famille, avec le décès naturellement de notre vigile qui malheureusement a rendu l'âme suite à une courte maladie. Et nous voulons donc saluer sa mémoire et nous incliner donc sur la dépouille mortelle, en appelant donc sa famille à rester stoïque, car nous garderons la foi aux côtés de cette famille pour réserver, j'allais dire, donc un enterrement digne à notre défunt vigile. Merci beaucoup Marius et encore Yako. Merci. Barry, bonsoir, merci d'être là. Bonsoir Christelle, bonsoir chers frères, bonsoir chez vous et mes soutiens, mes condoléances à notre aîné Marius Komoé pour le décès de son vigile. Que Dieu lui fasse miséricorde. Amen. Merci en tout cas, Barry. Merci beaucoup. Alors, les éléphants locaux n'iront pas au CHAN. Voilà, ils ont perdu face au Burkina Faso 3-2, ce qui nous retire carrément de la liste de ceux-là qui devaient rester donc jouer au CHAN au grand bonheur des supporters ivoiriens. Nous serons à la maison pour regarder donc les autres équipes jouer. Élisée Boloube, votre commentaire vis-à-vis de cette élimination? C'est une contre-performance, hein. C'est une contre-performance et nous sommes vraiment, je dis, désolés devant cette contre-performance-là. Surtout qu'une semaine auparavant, nous l'avions emporté ici au stade Félix-Houphouët-Boigny par 2-0. On se disait que le plus dur était fait. Il suffisait d'être un peu plus courageux et puis on aurait certainement eu la qualification. Mais nos jeunes gens n'ont pas été à la hauteur de la mission. Moi, je le dis ouvertement. C'est vrai que je n'ai pas suivi le match de bout en bout, mais les résumés que nous avons eu, les comptes rendus que nous avons scrutés à travers pratiquement tous les journaux qui ont fait un retour, qui nous ont fait un compte rendu de ce match-là, les éléphants n'ont pas du tout été à la hauteur. Ils ont été non seulement assez timides dans le match, laissant tout le jeu aux Burkinabés qui ne se sont pas fait prier pour revenir au score, donc à la parité de 2-2. Et puis dans les tirs au but, on n'a pas été suffisamment droit. Donc finalement, le Burkina s'est qualifié, déjà en revenant au score 2 buts partout, et puis ensuite au tir au but, en menant par 4 tirs à 2. Nous sommes éliminés, c'est une contre-performance et je pense que les jeunes gens doivent s'en vouloir parce qu'ils n'ont pas vraiment mouillé le maillot comme on attendait. C'est désolant. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire avec l'ossature que nous avons avec l'équipe A, l'équipe senior A, et puis je lui ai dit, au sortir de cette canne-là, logiquement, quelles que soient les différentes catégories, on doit pouvoir quand même si on doit tomber, mais qu'on sente réellement que les Ivoiriens se sont battus, mais au regard de ce que nous avons vu, en tout cas au Mali, ce n'était pas honorifique pour les Ivoiriens. Et nous sommes vraiment désolés de devoir regarder le CHAN prochain depuis nos fauteuils à la maison. Et on espère que la fédération saura en tirer toutes les conséquences et puis travailler de sorte à ce qu'on ne nous serve plus ce spectacle-là. Marius Komoé, c'est sur les bords de la lagune ébriée que nous aurons donc à regarder ce qui se passera de façon conjointe au Kenya, en Tanzanie, en Ouganda. Mais en même temps, quand vous finissez de réagir sur la performance des éléphants, observons aussi avec vous le championnat local, parce que c'est quand même les éléphants locaux. Au niveau des U, si je ne me trompe pas, des U20, c'est ça. On est également éliminé.
Le CHAN également. U17. U17, pardon. Nous sommes éliminés. Le CHAN également éliminé. Est-ce que notre championnat local est assez stable? Élysée parlait du championnat des locaux, du moins des éléphants A, qui, eux, évidemment, donnent succès, donnent satisfaction. Marius, commentaire? Le seul commentaire qui pourrait naturellement nous inscrire dans une telle situation, c'est tout simplement la question de la formation. Alors, vous prenez des équipes comme, par exemple, les équipes locales, en Mauritanie, au Burkina, au Mali. La plupart des joueurs locaux sont formés sur place. Et de quelle manière? En Côte d'Ivoire, c'est vrai qu'on a beaucoup d'équipes, on a beaucoup de centres de formation, mais on se rend compte que notre championnat national n'est pas alimenté. Mauritanie qualifiée, hein? Mais ils sont qualifiés. Mais la Mauritanie a une bonne... ils ont battu le Mali à domicile, il faut le signifier. Ils ont une bonne politique de formation au niveau local. Et donc, la plupart d'ailleurs des joueurs de l'équipe nationale de la Mauritanie sont composés des locaux. Ceux-mêmes qui ont affronté les éléphants seniors en Coupe d'Afrique au stade ici à Abidjan, lors de la Coupe d'Afrique, étaient pour la plupart, les joueurs maliens étaient pour la plupart des locaux. Et donc, la formation de nos joueurs s'impose. Et là, le Burkina l'a démontré. Ils ont dominé le match de la première mi-temps à la seconde mi-temps. Nos joueurs, nos éléphantos se sont retranchés dans leur camp. Ils n'ont pas pu véritablement produire un football parce qu'ils avaient en face d'eux des joueurs burkinabés qui avaient beaucoup à vendre. Et bien évidemment, c'est tout logiquement qu'ils ont remonté les 2 buts qu'ils avaient d'ailleurs encaissés le dimanche dernier. Et donc, nous sommes allés au tir au but. Et c'est comme l'a dit Élysée, c'est par justement 4 tirs au but réussis contre 2 pour nous que nous serons désormais obligés de regarder, pour employer vos propres termes, eh bien, cette CHAN à la maison. Et ça, vraiment, c'est dommage. Mais il faut bien, on ne jettera pas l'opprobre, ou même, j'allais dire, on n'accusera pas la Fédération ivoirienne de football. La formation commence certes par une véritable politique de football mise en place par la Fédération, mais il n'en demeure pas moins que les clubs eux-mêmes recrutent et forment des joueurs de qualité que la Fédération usera pour alimenter donc notre équipe nationale. Barry, votre commentaire sur cette élimination, aussi vos observations sur le championnat local. D'abord, je voudrais féliciter l'équipe des étalons locaux, l'équipe du Burkina Faso, qui a été brillante pendant le match. Quand vous voyez les 2 buts, ce sont des buts qui ont été construits. Il faut dire que les éléphants ne sont jamais rentrés dans le match. Ça, c'est un fait. Parce que le premier tir ivoirien, je crois, il intervient à la 87e minute. Mais c'est dû à quoi, justement? Bon, les jeunes n'étaient pas en forme. Peut-être qu'ils ont été timorés par l'enjeu. C'est un match à élimination directe à coup près. C'est vrai qu'il y avait 2 buts d'écart, mais lorsque vous encaissez le premier but à la demi-heure de jeu, l'adversaire n'a qu'un autre but pour aller au tir au but. Et vous jouez en terrain hostile, ce n'est pas évident. C'est peut-être un manque de compétitivité de la part de ces joueurs locaux-là. Mais il ne faut surtout pas enterrer tout ce qui est fait. C'est vrai qu'ils ne sont pas passés, mais au match aller, ils ont été brillants, seulement qu'ils n'ont pas pu gérer le match décisif. Mais je le dis, je le maintiens, il faut féliciter le Burkina qui a bien joué, qui a mérité sa qualification. Qualification assurée par un ancien joueur de la SEC Mimosa, Patrick Malo, il fallait que je le précise, pour les supporters de l'Africa que vous êtes. Voilà. Donc, pour revenir au championnat local, moi je pense que ce n'est pas forcément que les joueurs n'ont pas le niveau. Mais là où il y a le problème, c'est au niveau de la structuration des clubs. C'est-à-dire? Parce que quand vous prenez, à part peut-être l'Africa, il n'y a pas un club qui s'identifie à un centre de formation qui joue en Ligue 1. Tu veux dire la SEC? À part la SEC? La SEC plutôt. Voilà. Avec l'académie Mimosifcom. Donc, quand vous prenez d'autres clubs, il n'y a peut-être pas de moyens. Donc, il faut copier pour moi le modèle espagnol. Le modèle espagnol, il est à succès depuis une vingtaine d'années parce que la formation, chaque club espagnol a une propre académie. Il y a une pépinière. Voilà. Il y a une pépinière au niveau des clubs. Et les joueurs qui évoluent dans ces centres de formation-là ont une trajectoire ascendante parce que si tu es performant, tu as déjà une assurance de signer ton premier contrat pro. Là, en Côte d'Ivoire, il y a des centres de formation, mais qui, pour certains centres, n'ont pas d'équipe qui évolue en Ligue 1. Ce qui fait que les agents en griffe vers eux viennent tirer les meilleures pépites pour les envoyer en Europe. Quand vous prenez un joueur comme
Adingra. Vous avez vu son histoire. C'est quelqu'un qui était en Côte d'Ivoire qui n'a pas eu sa chance, qui s'est fait trimballer par un agent entre le Ghana et le Bénin. Mais il s'est retrouvé au Danemark et voici la carrière de son propre fait, on va dire. Voilà, de son propre fait. Donc, ce qui veut dire qu'il faut des moyens. Il faut que les opérateurs économiques ivoiriens aussi s'intéressent à l'investissement dans le sport parce que c'est un investissement qui est rentable. Et quand vous prenez le tout-puissant Mazembe en RDC, c'est Moïse Katumbi, Chapo et l'ancien gouverneur, qui était propriétaire du club, qui a mis des moyens et les résultats étaient là. Vous prenez Al-Ali, il y a des moyens derrière, le Zamalek, Al-Ali d'Égypte. Tous ces clubs-là, ils ont des moyens. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'a pas le droit de ne pas avoir des clubs qui vont loin dans les compétitions africaines parce qu'elle est championne d'Afrique en titre. Et ce n'est pas une petite nation de football. 3 fois championne d'Afrique, ce n'est pas donné à n'importe qui. Sûr. Donc, il faut tenir le rang. Et on ne peut tenir le rang que par la formation et les moyens financiers et techniques. Herman? Moi, je pense que mes prédécesseurs l'ont dit. Hein. Déjà, bonsoir. Bonsoir. Bon, j'estime qu'aujourd'hui, plus ou moins le CHAN, qui est le reflet, le miroir de toutes les équipes qui sont, les joueurs qui évoluent dans le championnat national, le CHAN, plus ou moins, aujourd'hui, les gens commencent à regarder le CHAN. Ça veut dire qu'au niveau local, on a de la bonne graine. Je ne vais pas revenir sur ce que Barry a dit et que les autres ont dit. Sauf qu'il faut aujourd'hui essayer de pousser un peu plus le financement des équipes locales. Pour vous, c'est le problème, le financement? Moi, je pense que c'est le problème de financement. Et on a un véritable problème d'arbitrage. Je préfère le dire ici. Aujourd'hui, on constate qu'au niveau de la Ligue 1 comme la Ligue 2, il y a un problème d'arbitrage. Cette question n'est pas encore bien adressée. On peut dire que les équipes font des efforts pour avancer, mais si ces questions ne sont pas adressées, c'est tout cela qui pousse les équipes. Parce que c'est lorsque tu joues à une division que tu espères monter à une autre division, ces problèmes-là. Et la FIFA aujourd'hui reconnaît que le problème d'arbitrage, c'est un problème qui est crucial, qu'il faut adresser. Au-delà de tous les financements, les défis de financement qu'il faut avoir. Voilà. Aujourd'hui, les clubs essaient de maintenir un certain cap. Il faut les encourager. On n'a pas été, moi je trouve, même si on n'a pas pu aller loin, je trouve que la Côte d'Ivoire n'a pas démérité. N'a pas été ridicule. N'a pas été ridicule. Et il y a beaucoup de travail à faire. Vous constatez qu'à l'équipe première, on fait souvent beaucoup appel aux équipes, aux internationaux, aux professionnels qui sont à l'international pour venir. C'est pour dire qu'il y a beaucoup de travail à faire et que les équipes nationales essaient de booster les athlètes. Il faut les encourager. Et il faut encourager le coach MS Faye et l'autre qui est Guy Romari pour envoyer toujours ces locaux-là pour venir se frotter avec les professionnels qui jouent à l'international. Ça va aider à ce que notre équipe, notre sélection au niveau national se comporte mieux. Élisée, votre point et puis réaction sur les propos d'Herman qui estime qu'il y a le financement et l'arbitrage qui pourraient être, ce sont ces facteurs-là qui plomberaient le football local. Réaction? Non, moi je ne partage pas l'avis concernant l'arbitrage. Non, moi je trouve qu'il faut nous excuser. L'arbitrage, les erreurs d'arbitrage, les manquements d'arbitrage, ça existe partout dans le monde. C'est crucial chez nous. Ça existe partout dans le monde. La question d'arbitrage existe partout dans le monde. Si on est arrivé à inviter la VAR dans le football, c'est parce que justement on a constaté qu'il y a un véritable problème au niveau de l'arbitrage. Mais c'est des humains, c'est des hommes. Si on est conscient que nous-mêmes en tant qu'humains, on peut faire des erreurs, mais il faut qu'on concède aussi aux arbitres qui peuvent se tromper quelque part. Donc voilà, c'est pourquoi on a mis la VAR pour aider les arbitres désormais. Et je crois que là, j'ai eu une annonce ce matin, on nous disait que la phase retour de la Ligue 1 va être faite avec la VAR. Parce qu'on a constaté justement qu'il y a quelques manquements. Mais pour moi, ce n'est pas ça qui agit sur la performance des équipes. Non, pas du tout. La performance des équipes, là, c'est une question de travail au quotidien. Et le financement, il paraît du financement. Oui, je veux revenir sur Barry, justement. Mais les entreprises, là, ce n'est pas des philanthropes. Les entreprises ne font pas de dons. Les entreprises, là, c'est un investissement. Moi, j'investis sur cette équipe-là. Qu'est-ce que je gagne en retour? Mais une équipe qui ne peut même pas avoir de la visibilité. Parce que pour avoir de la visibilité, il faut que tes résultats t'emmènent à un certain niveau. Un palier supérieur qui te donne plus de visibilité. Donc, je sais que quand j'investis sur toi, ça me permet, moi, en retour aussi, de pouvoir gagner. Parce que quand on voit tous les sponsors, on voit tout ce que j'ai sur moi et tout ça, ça permet de gagner. Mais si les résultats sont médiocres, les résultats ne sont pas de nature à attirer les regards, pourquoi je vais investir sur vous? Donc, pour moi, la première chose, c'est d'insister sur le travail des clubs. Il faut que les clubs mettent plus d'accent sur le travail. Et je vais poursuivre pour dire que la fédération, sur la question du fait qu'on n'est pas d'équipe jeune,
qui participent à toutes ces compétitions, ou du moins qui sont généralement éliminés, ils ne vont pas loin, comme c'est le cas par exemple du Sénégal, qui a une très belle équipe qui évolue. Là, ils ont un jeune de 17 ans qui vient de signer à Ouest et Barcelone, de 18 ans pratiquement. Ça, c'est le Mali. Le Mali, oui, non, le Mali, mais il y a aussi le Sénégal aussi qui a des joueurs de 17 ans qui ont signé dans plusieurs clubs. Ici en Côte d'Ivoire, un championnat de jeunes. Nous, je pense que la politique de la FIFA doit mettre l'accent sur le championnat de jeunes. Moi, je me rappelle quand j'étais tout jeune, on entendait souvent parler de Africa Cadet, Africa Junior, et il y avait des compétitions réelles qui existaient. Le Stella Junior et autres, tout ça. Mais c'est des choses qui n'existent quasiment plus. Après qu'on finisse la Ligue 1, on finit la Ligue 2, paf, on ferme les robinets. Donc on ne devrait pas être surpris. C'est pas possible. Il faut qu'on organise des championnats de jeunes pour que, dès le bas âge déjà, on mette les jeunes en situation de compétition. Ça permet d'avoir des écoles. Il faut, quand on dit on veut des jeunes de 17 ans, on se promène dans les centres de formation, on recrute un ici, deux ici, trois ici, mais ils n'ont pas la culture de la compétition. C'est différent. Ce n'est pas la même chose. Donc ça, aujourd'hui, il faut peut-être que la Fédération ivoirienne de football regarde ça de près. Marius Komoué, allez-y, vous avez la parole. Vous faisiez des gestes lorsque Herman était en train de faire son propos. Allez-y. Non, parce qu'on ne peut pas accuser l'arbitrage à un tel niveau de compétition. Qu'est-ce que l'arbitrage a à voir pour des gens qui devraient avoir... Ils se lèvent le matin, ils s'en vont jouer au football. C'est leur travail de tous les jours. Nous parlons de formation, et puis on parle de financement, il parlait de financement, mais rappelons à Herman que c'est plus de 100 millions que la fédération accorde au club de première division. Et dans ces 100 millions, il y a la question de la formation. Est-ce suffisant justement? Mais l'argent n'a jamais suffi. Mais hier, ils gagnaient combien? Et maintenant, ils ont combien? Ils ont plus de la moitié de ce qu'ils gagnaient hier. Voilà, ils ont même presque plus du double de ce qu'ils gagnaient hier. On leur donnait environ 25 millions. Aujourd'hui, ils ont plus de 100 millions. Donc, ils doivent être heureux et cet argent ne devrait pas servir au président et à son bureau de gestion de son club. C'est de l'argent mis à la disposition. Au président ou au bureau, Marius Komoué, vous nous dites des choses. Mais bien sûr, mais vous savez comment fonctionnent nos clubs ici. Moi, j'ai été au cœur de la campagne de la FIFA, donc j'ai appris beaucoup de choses. Et j'ai pu vous dire, parce que j'étais quand même aux côtés d'un candidat et non des moindres, et j'ai pu vous dire que quand même, il se passe tellement de choses dans nos clubs. L'argent que la FIFA met à la disposition des clubs ne sert pas véritablement aux joueurs. Les joueurs ils ne sont même pas payés. Il y en a même qui font des grèves. Enfin, certains ou bien tous les joueurs clubs, la majorité, et même les salaires qu'on indique à chaque club, les limites minimum, c'est-à-dire le minimum à payer à un joueur, n'est pas respecté dans les clubs. Alors, des joueurs qui dorment chez des parents, et très souvent même dans le salon de leurs parents, un joueur de division 1, de première division, qui dort dans le salon de ses parents. Alors, il faut respecter le football, il faut respecter les acteurs du football. Les dirigeants qui prennent nos jeunes frères, nos jeunes gens et qui les utilisent comme des bons à rien, juste pour pouvoir s'enrichir sur leur dos. Il faut y mettre un terme. Je pense que la Fédération ivoirienne de football doit vraiment taper du poing sur la table pour que c'est cette façon de traiter ceux qui produisent de football, ceux qui produisent de l'argent. Et donc, on va dire simplement, Marius Komoué, qu'il y a certains joueurs qui ne sont pas dans une situation reluisante que de dire tous les joueurs. Je pourrais vous le concéder si nous en tenons donc à la secte Mimosa qui paye bien ses joueurs, si nous nous en tenons à certains justement clubs qui payent bien les joueurs, mais pour la majorité des clubs en Côte d'Ivoire, les clubs de l'intérieur comme les clubs même qui résident à Abidjan, eh bien, les joueurs sont très mal rémunérés. Et c'est tout ceci qui expliquerait donc la performance, le manque de performance pour les locaux, au niveau des locaux, bien sûr. Herman, un point et on termine avec Paris. Je voulais dire, peut-être que mes confrères ne m'ont pas bien perçu, c'est que la CHAN, c'est pour les sélections, les équipes. Le CHAN, c'est le championnat d'Afrique. Donc le CHAN, c'est... J'avais même fait la même erreur. C'est pour les joueurs locaux. Et à ce niveau-là, c'est bien. Finalement, tu m'as rejoint quand je parlais du financement des clubs. Quand je parle de financement des clubs, ce n'est pas le montant qu'on attribue, c'est ce qu'on donne aux joueurs. Exactement. Là, on se rejoint. D'accord. Maintenant, quand je parle de l'arbitrage, ne me dites pas que vous n'êtes pas conscient que au niveau local, si aujourd'hui on fait appel à la VAR et qu'on constate que peut-être à la première phase, qu'il y a eu des problèmes, aujourd'hui on a beaucoup critiqué, je n'ai pas revenu ici, c'est la saison précédente où il y a eu vraiment un véritable questionnement au niveau de la VAR. Toutes les plaintes, toutes les requêtes qui ont été déposées au niveau de la CAF comme la FIFA, c'était questionnant l'arbitrage. Herman, justement, comment est-ce que l'arbitrage arrive à intervenir justement dans l'élimination de nos locaux? Je vous explique. Aujourd'hui, on constate que c'est parce que certaines équipes n'ont pas été alertes sur les questions de plaintes, de requêtes et autres, elles sont restées dans leur division où elles devaient rester. On ne va pas revenir sur les problèmes qu'il y a eu. Aujourd'hui, on fait avec. Mais aujourd'hui, au niveau de la première division,
Le problème s'est posé lorsque l'Africa et l'ISCA étaient en deuxième division. Mais aujourd'hui, au niveau de la première division, on constate tous qu'il y a des questions d'arbitrage qui sont énormes sur certains matchs. Donc, je veux dire, parce que l'arbitre, c'est lui qui décide du sort du match, finalement. Quel que soit tu ne réponds pas à la question de Christelle. Christelle, en quoi ça impacte la performance des joueurs? Mais ça impacte parce que lorsqu'un arbitre décide que la couleur du match doit être changée et que finalement le match qui devait être un match, peut-être un match nul, ou bien un match à une victoire de l'adversaire, finalement ça revient à l'autre, ça impacte sur la prestation des joueurs, sur la prestation, et même de tout ce qui va se suivre jusqu'à la fin du championnat. Donc, je ne veux pas qu'on bascule ça. Aujourd'hui, on est conscient qu'il y a un travail à faire au niveau local. Mais il faut que la question de l'arbitrage, il faut toujours sensibiliser à ce que les gens fassent mieux au niveau de l'arbitrage. Très bien, c'est bien noté. Barry, votre point. Je comprends l'amertume du supporter de l'Africa Sport National, qui est Herman Aboua. Moi, je crois avoir compris ça comme ça. Revenons au match des éléphants. Le constat, il est là. Ce n'est pas une question d'arbitrage, c'est une question de performance collective. Exactement. Je vous ai dit, en 90 minutes, la première frappe des éléphants intervient à la 87e minute. Exactement. Il y a l'état d'esprit avec lequel on aborde le match. C'est ça. Est-ce qu'ils n'ont pas développé un état d'esprit en voulant sécuriser les 2 buts? Et ce qui peut être fatal, parce que quand vous prenez le premier but, vous êtes obligé de jouer. Et l'adversaire a pris un ascendant. Et c'est ce qui a occasionné la défaite. Maintenant, on parle du football local. Tout à l'heure, quand moi je parlais d'investissement, je partais du fait que quand vous prenez par exemple le championnat tanzanien, qui nous ravit aujourd'hui nos meilleurs joueurs, c'est qu'il y a eu de telle sorte que les droits des télés ont été vendus à un prix qui a permis à chaque club de capitaliser. Je parle des droits de télé, je ne parle même pas des subventions. Et ces droits de télé-là, les responsables, que ce soit de Simba ou de Young Africans, ils ont développé une vision sportive. Celle d'abord de recruter les meilleurs joueurs des championnats locaux pour attirer à travers le spectacle. Ça, c'est une méthode de fonctionnement. Il y a d'autres, par exemple, comme Mazembe, qui après leur succès, le tout-puissant Mazembe, ont décidé de miser sur la formation. Quand vous prenez l'équipe du tout-puissant Mazembe aujourd'hui, la plupart des joueurs, à une époque, c'était pratiquement la sélection zambienne qui était à Mazembe, et certains joueurs ivoiriens, je ne vais pas rappeler même le portier qu'on a vu tout à l'heure, Gbowo, il est passé par le tout-puissant Mazembe, Assalé, Roger et autres. Aujourd'hui, la base de Mazembe est purement congolaise parce que ils ont décidé de miser sur la formation. La formation, ce n'est pas seulement les primes des matchs. C'est aussi le cadre de vie dans lequel les joueurs évoluent. C'est ce que je disais. Tout à l'heure, le grand frère Marius a évoqué des joueurs qui dormiraient chez leurs parents. Mais c'est certains joueurs, on va dire. Mais là, ils sont les plus nombreux. Oui. Qui est bien construit. On a les chiffres, Marius, avec vous. Je dis qu'on peut même loger les joueurs. Mais si aussi les salaires augmentent, par exemple, à Mazembe, vous verrez des joueurs qui touchent pratiquement 5 millions de dollars l'année. Donc, c'est des professionnels. Donc, c'est tout un environnement. Voilà, il y a un environnement qui permet, quand vous prenez les stades, le stade national de Dar es Salaam, un derby Yanga contre Simba, c'est 60 000 places. On a connu ça en Côte d'Ivoire. Moi, quand j'étais petit à SEC Africa, le stade Félix Houphouët-Boigny faisait guichet fermé. 45 000 personnes. Donc, aujourd'hui, on peut le faire. Il y a le stade Alassane Ouattara de Bimpe. Pourquoi un derby ne peut pas remplir ce stade-là? La billetterie va permettre au stade de fonctionner. Donc, c'est une politique d'ensemble, en fait. Très bien, très bien. Je pense que cette élimination, justement, permettra à la fédération de regarder, de tirer donc toutes les bonnes leçons pour remonter notre championnat local, parce que nous savons que nous avons des talents dans ce championnat-là. Même notre coach, il n'est pas nul. Ndri Romaric, c'est un très bon coach. Et il a quand même fait quelques beaux jours d'un club ivoirien qu'il a amené. Et des éléphants de Côte d'Ivoire. Voilà, il a fait lui-même un bon football au niveau international. Ce n'est pas quelqu'un qui ne connaît pas en matière de football. Très bien, Marius. Maintenant, bon, il faut voir avec la Fédé. Fédération. Oui, la fédération, bien sûr. Alors, messieurs, sortons du foot et allons justement réagir sur cette affaire de déstabilisation du Niger. Dans un communiqué en date du 28 décembre, l'état-major général des armées de Côte d'Ivoire a vigoureusement rejeté les accusations portées par le général Tiani, président du Niger, sur des accusations que la Côte d'Ivoire serait en train de préparer des choses pour déstabiliser leur pouvoir issu du putsch du 26 juillet
2023, en seul rappel. Le général de corps d'armée Lassina Doumbia, chef d'état-major des armées, a réagi dans un communiqué. Élisée Boloubeu, il était temps que la Côte d'Ivoire réagisse enfin aux allégations portées par les présidents de l'AES. Déjà, réaction, regardons le fond et la forme du communiqué avec vous, Élisée Boloubeu. Moi, je dirais qu'on regarde la nature du communiqué. Hein. Oui. Le communiqué est une réponse aux propos de celui-là qui tient les rênes du pouvoir aujourd'hui à Niamey. Mais la réponse est donnée par qui? Ni par le président de la République, ni par le ministre de la Défense. Justement, pourquoi? Mais parce qu'ils pensent que ça ne vaut même pas la peine, en fait. Ça vaut même pas, on ne juge même pas utile, on ne juge pas sérieux les propos du président. De militaire à militaire, pourquoi justement? Voilà, de nature à ce qu'on puisse même donner une réponse à un niveau ministériel, voire présidentiel. Ce n'est même pas utile, en fait. Mais attendez, pendant combien de temps vous allez continuer à toujours évoquer des questions de complot sans même apporter une once de début de preuve? Ça a été avec le capitaine Traoré. Pendant plus de combien de temps ici, il a dit, voilà, il y a des complots qui se fomentent en Côte d'Ivoire. Jusqu'à aujourd'hui, je vais vous donner les preuves dans les jours à venir. Là, ça nous fait plusieurs mois. On n'a pas encore eu début de preuves. Aujourd'hui, c'est le général Tchani qui vient dire encore qu'on est en train de fomenter des coups d'État en Côte d'Ivoire. Pour la gouverne des uns et des autres, rappelons déjà qu'il a déjà accusé le Nigeria, il a déjà accusé le Bénin, et aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire. Et la CEDEAO, justement, a réagi dans un communiqué le 26 décembre. Ça, je vais y arriver. Mais ça veut dire qu'ils sont dans une stratégie logique et normale. Vous savez, ça, c'est l'attitude, et ça, je le dis sans faux fuyant. C'est l'attitude. Si vous avez étudié les sciences politiques et que vous avez appris ce que c'est que le populisme, vous allez comprendre justement qu'ils sont dans cette dynamique-là. Quand on veut désorienter l'attention des populations, des problèmes cruciaux, face auxquels on n'a pas de solution, il faut les amener sur un autre champ. Et le champ tout trouvé, qui va certainement exciter les populations et orienter leur regard, c'est de dire qu'on s'apprête à nous attaquer, qu'il y a des complots qui sont en train de se préparer contre nous. Mais quand on est sérieux et qu'on dit des choses aussi graves, la logique voudrait qu'on apporte une once de preuve. Ça fait de vous des gens crédibles, ça fait de vous des gens sérieux, à qui on peut accorder une certaine crédibilité. Mais vous ne pouvez pas lancer des accusations dans le vide comme ça, sans même un début de preuve. Mais alors, à un moment donné, quand même, soit on est dans un État, ou bien soit on est dans une jungle, ou bien dans une république bananière. Ça n'arrive pas, on peut dire ce qu'on a envie de dire sans prendre la peine de donner un élément, un début de preuve. Surtout qu'on accuse un État. Pourquoi, ça n'a pas été fait. Pourquoi la Côte d'Ivoire enfin réagit justement? Non, mais il y a eu plusieurs choses. Je pense que l'attitude du chef d'état-major général ici s'exprime par une... L'armée ivoirienne est exaspérée de s'entendre chaque fois accusée de fomenter des coups, d'être à la base, de fomenter des coups et tout ça. C'est une manière pour le chef d'état-major général des armées de dire aux Nigériens, nous là, on est une armée sérieuse, on a des choses plus importantes qui nous intéressent, et c'est de veiller à l'intégrité de notre territoire, à veiller à la sécurisation de notre territoire. Parce que le terrorisme que vous avez du mal à combattre là-bas, pour lequel d'ailleurs vous avez dit que vous prenez le pouvoir pour résoudre et que vous n'arrivez même pas à résoudre là, si demain ça capote, c'est sur nous ça va venir. Donc nous, là, on prend nos dispositions pour veiller à l'intégrité de notre territoire. On ne va pas passer notre temps à fomenter des coups contre un régime quand on sait que si ce régime tombe, ou bien si aujourd'hui l'État ne fonctionne plus à leur niveau, mais c'est nous tous qui allons encaisser d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce qu'on gagne à le faire? Et je crois, je vais terminer par ça. Quand j'ai regardé l'interview du général Tchani, le grand oral, on va dire. Je vous assure qu'il a donné des éléments détaillés. Il aura appris qu'il y a une rencontre qui a eu lieu à tel endroit et qu'ils vont participer. Voilà ce qui s'est passé. Mais de Niamey où il est assis, il a des détails aussi pointus. Mais il n'a même pas de détails sur les terroristes qui attaquent son armée au Niger et qui sont en train de créer des massacres au Niger. Il ne peut même pas avoir, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'éléments pour ça. De là-bas, il a des informations sur tout ce qui se passe dans les moindres détails. Mais tous les mouvements des groupes terroristes, des groupes qui attaquent et qui sont en train de massacrer des Nigériens et l'armée nigérienne là-bas, il n'a pas d'informations sur leurs mouvements, sur leurs déplacements, et cela arrive à faire des victimes. Mais soyons sérieux à un moment donné. Concentrez-vous sur ce pourquoi vous avez dit aux Nigériens, aux Maliens, aux Burkinabés que vous prenez le pouvoir, c'est-à-dire débarrasser votre territoire du terrorisme. Concentrez-vous là-dessus. Et c'est ce que le chef d'état-major leur dit à la fin. Concentrez-vous dessus. C'est l'objectif pour lequel vous êtes venus. Arrêtez de toujours distraire l'opinion, envoyer les propos, envoyer les pensées des gens vers des choses qui ne sont pas justes et ne sont pas vraies. Il ne faut pas détenir l'attention. On sait la logique du populisme. On a tous étudié les sciences politiques. Le populisme, on sait comment ça fonctionne, ça ne passera pas. Marius Komoé, regardons maintenant le ton de ce communiqué. Comment vous le trouvez? Et est-ce à dire que l'armée ivoirienne désormais ne se taira plus vis-à-vis des accusations des pays donc, de l'AES? Tout porte à le croire.
Et c'est tout à leur honneur d'ailleurs. Et moi, je pense qu'à un moment donné, il faut mettre un haut là. Nous sommes tous des patriotes. Chacun de nous aime son pays. Et je pense que quand on aime son pays, on ne peut pas vraiment admirer, en étant dans son pays, qu'un autre pays frontalier puisse nous accuser de tout temps et en tout instant d'action, hein, de subversion, d'action de déstabilisation. On nous dit qu'on forme des gens ici pour aller attaquer le Burkina Faso. À l'époque, on s'était longuement interrogé pourquoi un militaire au pouvoir puisse accuser un pays comme la Côte d'Ivoire dont ses ressortissants vivent assez nombreux dans ce pays. Nous avons combien de Burkinabés en Côte d'Ivoire? Vous prenez le Mali, c'est le même scénario. Nous sommes un pays, nous sommes des pays frères. La circulation des biens et des personnes est une réalité pour nous en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il aurait fallu justement pour notre armée à cette époque-là de réagir? Mais je pense qu'ils ont bien fait même d'ailleurs à l'époque, au moment où nous on les pressait de réagir pour nous éclairer. Et ils ont bien fait même de se taire pour qu'on comprenne à la longue que toutes ces accusations n'ont jamais véritablement produit un seul élément de preuve. Élysée le disait, il n'a pas tort de le relever. Bon, voilà qu'au Bénin, on nous soulève également le même problème en accusant le Bénin d'actions de subversion, d'actions de déstabilisation. Mais le Bénin est en train de prendre des mesures. Et certainement, Barry en parlera. Mais en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, il est temps qu'on y mette un terme. Et je pense que la réaction de notre armée, au travers de son premier responsable, le chef d'état-major des armées ivoiriennes, est salutaire. Il faut y mettre un terme et il faut désormais en appeler à au moins que les uns et les autres produisent les preuves de leurs accusations. Alors parlons du Bénin, vous disiez tout à l'heure que le Bénin avait réagi. Le Bénin annonce avoir convoqué la chargée d'affaires du Niger afin d'obtenir des clarifications suite à des accusations infondées portée contre le pays. Exactement. Et donc, vous voyez... La Côte d'Ivoire devrait en faire pareil? Mais pourquoi pas? La Côte d'Ivoire pourrait naturellement en appeler, donc, à convoquer l'ambassadeur du Burkina en Côte d'Ivoire pour en savoir plus. Du Niger. Du Niger en Côte d'Ivoire, ça aurait pu être aussi également du Burkina, puisque le Burkina nous avait accusé à cette époque-là, plusieurs fois de déstabilisation de son territoire. Donc, il faut finalement mettre un terme. Nous voulons vivre en bonne intelligence avec nos frères nigériens, avec nos frères. C'est quand même 700 à 800 Nigériens sur le territoire ivoirien. À ce jour. Près de 1000 Ivoiriens, Nigériens sur le territoire ivoirien. On peut pas... Pardon? 700 000. 700 000, mais on parle de 1000 maintenant. Hein, les chiffres nigériens. Non, ils sont plus de 700 000. Ils sont plus de 700 000. Ils sont aujourd'hui plus de 1000. Et donc, vraiment, nous avons une bonne population nigérienne dans notre pays qui vivent en bonne intelligence avec les Ivoiriens. Nous les aimons, ils nous aiment. Nous aimons les Burkinabés, ils nous aiment. Des Ivoiriens sont mariés à des Burkinabés sont mariés à des Ivoiriens. Et c'est le bonheur de l'Afrique de l'Ouest. Alors, il faut arrêter ces genres d'accusations qui ne produisent aucun effet, qui ne font pas avancer justement la lutte contre le terrorisme. Il faut aujourd'hui mettre un terme au terrorisme au Burkina, au Mali et au Niger. Il faut plutôt chercher à organiser des élections pour céder le pouvoir à des civils. Et l'armée retournera dans les casernes. C'est aussi simple. L'armée ne va pas s'éterniser au pouvoir dans ces différents pays. Barry, dans son propos, le chef d'état-major, en chute de son propos, dit qu'elle demande donc en conséquence que les autorités militaires nigériennes se focalisent sur leurs objectifs sécuritaires qui, malheureusement, sont pour l'heure loin d'être atteints. Barry. Bon, déjà, avant que je n'analyse le communiqué, je voudrais rappeler aux uns et aux autres cette théorie-là même d'un auteur allemand qu'on appelle Carl Schmitt, qui est un grand théoricien de l'État. Et dans sa posture théorique, Carl Schmitt disait qu'un État, pour asseoir sa légitimité, a besoin d'ennemis au sein de sa sphère. Et c'est l'appel, la lutte contre cet ennemi-là qui assure l'équilibre de la nation. Je pense que quand j'analyse les postures des chefs d'État de l'AES depuis leur prise de pouvoir, c'est dans une logique de Carl Schmitt qu'ils s'inscrivent. Ils ont besoin de justifier un certain nombre, je ne dirais pas d'échecs, mais de couacs sur le terrain pour asseoir leur légitimité. Ils passent pour ceux-là qui sont les dignes fils de l'Afrique, qui lutteraient pour l'indépendance de l'Afrique. Mais dans le même temps,
ils font des reproches à certains États voisins tels que le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Bénin. Le Bénin et la Côte d'Ivoire sont des pays francophones. Au temps du président Macky Sall, le Sénégal était cité. Bizarrement, on n'entend plus le nom du Sénégal. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est la même armée sénégalaise, c'est le même chef d'état-major, le général Mbaye Cissé, qui est encore aux commandes des armées sénégalaises, qui est là. Ça n'a pas changé, seulement que le ministre a changé. Donc, pour dire quoi? Les accusations que le général Tchiani a portées, les gens, j'ai entendu des personnes dire qu'il a donné tellement de détails, mais les détails, là, il peut les donner. Je vous explique pourquoi. La plupart des officiers nigériens sont passés par les écoles militaires ivoiriennes. Vice-versa, il y a une coopération militaire entre le Niger et la Côte d'Ivoire qui date des années 60. Le président Oufoué et le président Diori Amani avaient de très bons rapports. Le général Salou Djibo, qui a fait le coup d'État en 2011, a été formé à l'EFA. Il est passé par l'NPT. Le général Tchiani, par contre, lui, c'était le Sénégal. Oui, lui, il est passé par l'école d'application d'infanterie des Thiès. C'est juste pour vous rappeler les liens historiques entre les deux armées. Le général Traoré Zana Ahmed de la Côte d'Ivoire. Est-ce que le contexte n'a pas changé, justement, à l'évocation de tout ceci? Le contexte a changé parce qu'aujourd'hui, on est dans une logique où le Niger construit son discours à partir du fait que la CEDEAO avait émis l'idée d'intervenir au Niger pour restaurer le président Bazoum. Donc, l'argumentaire est construit à partir de cette réalité-là. Mais quand on accuse, je vais dire que les reproches qu'on fait à un État futur voisin comme la Côte d'Ivoire ou un autre État comme le Nigeria, il y a des canaux qui existent. Lesquels, par exemple? Les canaux diplomatiques. Le Conseil de sécurité de l'ONU est là. Même si on ne condamne pas les pays qui sont accusés, on peut créer le débat. Je pense que là-bas, le cadre il est un peu plus adapté pour fournir des preuves. Mais quand vous faites un narratif où telle ou telle personne serait rentrée là, moi je pense que l'armée ivoirienne réagit parce qu'il y a certaines unités de l'armée qui sont indexées, comme la garde républicaine et les forces spéciales qui sont indexées. Donc c'est normal que l'armée réagisse. Le ministère de la Défense aurait pu réagir, le porte-parole du gouvernement aurait pu réagir. Mais on a pondu un communiqué. Le Nigeria, qui est un autre pays accusé, a réagi effectivement par le biais du chef d'état-major. Mais certaines personnes, observateurs, et je reste avec vous, Barry, estiment que, du côté du Niger, estiment que le chef d'état-major n'aurait pas dû, lui, réagir vis-à-vis de ce communiqué. Votre commentaire? Non, je comprends leur point. Ils se disent que la Côte d'Ivoire banalise certainement le sujet. Mais je veux dire que je suis libre de répondre à un pays voisin selon mes humeurs. C'est une question de rapport de force symbolique. Je ne suis pas obligé d'envoyer mon ministre de la Défense. Le porte-parole du gouvernement peut réagir. Ce n'est pas tant celui qui réagit pour moi qui est important. Ce sont les propos. Moi, je note par exemple que dans le communiqué, il y a quand même... Et on termine avec vous. Il y a quand même une forme d'ouverture. C'est mon point, je peux me tromper. Les forces armées de Côte d'Ivoire, fidèles à leur longue tradition de coopération avec les pays de la sous-région, demeurent engagées à continuer à apporter leur contribution à la paix et à la stabilité régionale. Moi, je pense que c'est une phrase qui, malgré toutes les négations, la Côte d'Ivoire reste dans sa même dynamique de vouloir coopérer avec les pays voisins. Ça s'est fait avec le Mali, ça s'est fait avec le Burkina, au nord de la Côte d'Ivoire, où les armées avaient cutus pour traverser les frontières. Les frictions ont commencé à partir de l'arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré, à la tête du Burkina Faso. Donc je dis et je le répète, quand on a un État, on veut faire des réprobations à un autre État, il y a des canaux officiels. Maintenant, pourquoi on ne rappelle pas son ambassadeur en Côte d'Ivoire? Ça se fait quand on n'est pas d'accord. Ou le convoquer pour consultation, ou le convoquer pour consultation, ça se fait. Herman, votre commentaire justement sur cette affaire? J'avoue que j'ai écouté religieusement mes confrères tout à l'heure. Je suis plus ou moins d'accord avec ce qu'ils disent par rapport au communiqué. C'est un communiqué qui est assez responsable. Et il fallait que le chef d'état-major des armées ivoiriennes revienne à cela. Parce que ça fait plusieurs fois maintenant qu'il y a quand même des accusations. Mais moi, au-delà de tout cela, je voudrais demander pourquoi est-ce que c'est à chaque fois la Côte d'Ivoire qu'on cite qui tenterait de déstabiliser un pays proche et autres. De la même manière qu'on peut considérer que nos forces armées ivoiriennes sont responsables devant leur destin, devant leurs agissements et autres, on peut s'imaginer aussi que, aussi bien au Burkina Faso comme au Niger, les gens aussi ils ont des informations. Je ne suis pas en train de discuter et autres ou de leur dire qu'ils ont peut-être raison, mais je pense que toutes ces questions-là,
Et c'est pourquoi je chute avec les différentes options que finalement, sur lesquelles on se rejoint. Sur la question de la voie diplomatique. Il y a des canaux, effectivement, avec lesquels il faut régler les questions. Mais il ne faudrait pas en même temps balayer de revers les inquiétudes des uns et des autres. Parce qu'on est dans un... Est-ce que le contexte sécuritaire, justement, ne le permet pas? On sait bien que la position de la CEDEAO et des pays de l'AES est différente. Le vin, pratiquement, est presque tiré. Oui, mais donc à Abidjan, c'est tout à fait normal qu'on puisse trouver des noirs à tout ce qui est agissement du Niger, du Burkina ou bien du Mali. Mais aussi bien, on peut faire les mêmes analyses ici. Les gens aussi peuvent penser qu'au Niger, au Burkina, au Mali, qu'on soit perdu des réalités. Moi, je dis toujours que c'est là qui est important. Tout ce qui est question diplomatique, on ne connaît pas les ressentis des différentes armées quand elles engagent, par exemple. Parce qu'accuser un pays, on ne peut pas s'élever comme ça, accuser un pays. C'est sur la base de certains faits que ces États-là arrivent à accuser. Est-ce que ces faits ne doivent pas être présentés justement à l'État accusé? C'est pourquoi je suis content que la Côte d'Ivoire aujourd'hui met un point d'honneur à réagir pour montrer qu'effectivement, voici comment elle oriente sa politique concernant la défense et autres. Mais ne pas se dire que depuis Abidjan, que ceux qui sont à Bamako, au Niger, à Ouaga ou à Niamey soient forcément dans un certain déni. Parce que je l'ai entendu ici, et j'ai entendu ça sur plusieurs plateaux. Non, la même manière qu'on soit en Côte d'Ivoire, qu'on reproche que ces pays-là nous accusent à tort, certainement, on peut leur permettre aussi d'avoir une certaine lecture. On peut leur concéder le fait qu'eux aussi, ils estiment que la Côte d'Ivoire, à un moment donné, les attaque. On n'a pas les éléments sur la base desquels les Niamey ou Ouagadougou se basent pour accuser les armées ivoiriennes. Mais on ne peut pas, nous, ici, sur un plateau, dire que parce que la Côte d'Ivoire donne ce point-là et que c'est forcément cela. Moi, je ne crois pas que nous soyons des porte-parole de l'armée ivoirienne. Je pense qu'on aide à faire comprendre que les enjeux sont vraiment importants. Et pour moi, pour terminer là-dessus rapidement, il faut laisser place. Et ça, là-dessus, on est tous unanimes que la question de la diplomatie. Aujourd'hui, je peux reprocher à Niamey de n'avoir pas utilisé les voies diplomatiques. Mais je ne peux pas dire que depuis Abidjan, que Niamey raconte n'importe quoi. Sur quelle base? Moi, j'aimerais, enfin bon, je laisse Élisée prendre le relais. Sur quelle base on pourrait aller dans votre point? Sur quelle base Niamey pourrait donc se permettre d'accuser? Je peux donner un élément avant que... Élisée voudrait réagir et puis voilà. Donc peut-être qu'il donne son élément, ça va lui donner encore... Non, ce que je veux dire, c'est-à-dire que c'est la même base selon laquelle que la Côte d'Ivoire ne peut pas imaginer des attaques depuis Abidjan, mettre en mal l'armée. C'est la même base. La même base, si on se dit que la Côte d'Ivoire ne peut pas le faire, on peut aussi permettre à Niamey ou à Ouagadougou de ne pas penser à le faire. Mais si Niamey ou Ouagadougou arrivent à dire que nos armées sont engagées en une stabilisation, ce n'est pas à nous de régler le problème. C'est entre les accords de bon voisinage, les relations de bon voisinage, qu'on peut régler. Donc, moi, je reviens toujours, et c'est de la bonne chute. Au moins sur la question, on est tous d'accord qu'au niveau diplomatique, ces questions pouvaient se régler. Et que Niamey n'avait pas droit à faire ses communiqués, et qu'Abidjan même n'avait pas droit à faire ses communiqués. Parce que le communiqué de l'état-major de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas un communiqué des officiers diplomatiques. Que les accusations portées par le gouvernement malien et burkinabé, jusqu'à présent, comme Élisée l'a dit, sont restées sans preuve. Voilà, à tout de suite. Merci d'être avec nous pour la seconde partie de ce temps d'antenne. Notre plateau n'a pas changé. Élisée, Marius, Dr Barry, Herman sont toujours présents. Le général de division, Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées ivoirienne, a rejeté samedi dans un communiqué les propos du général Tiani, président du Niger, chef de la junte au pouvoir, qui accuse les forces armées ivoiriennes de contribuer à la formation militaire de prétendus irrédentistes nigériens réfugiés en Côte d'Ivoire en vue de déstabiliser le pouvoir. Leur pouvoir, donc issu du putsch organisé le 26 juillet 2023. Il dit, et je cite, « La gravité
des accusations portées. Le média et la personnalité de l'orateur commandent une mise au point afin de dissiper les doutes que pourrait susciter une succession de contre-vérités, indiquait le général de corps d'armée Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées. Justement, nous en débattions, Herman donnait son point de vue et avant le journal, Élisée demandait la parole. Herman estimait que, attention, selon les pays de l'AES accusent à chaque fois la Côte d'Ivoire, qu'il faudrait regarder aussi là-dedans. On a essayé donc d'éluder la question et on y allait au journal et vous demandiez la parole. Élisée, réaction. Ok. Déjà, sur la question du fait que c'est la Côte d'Ivoire qu'on accuse toujours, je pense déjà qu'il faut peut-être éclairer la lanterne d'Herman. Parce que là, il y a la CEDEAO qui a produit un communiqué. Peut-être qu'il ne suit pas tous les communiqués qui se passent ou les interventions des différents responsables des juntes au Mali, au Burkina, au Niger. Mais ce n'est pas la Côte d'Ivoire seule qu'ils accusent. Ils ont même accusé le Bénin. Ils ont même rompu des relations avec le Bénin. Ils ont accusé le Bénin d'avoir des bases militaires où ils s'entraînent pour venir les attaquer. Ils ont même accusé le Nigeria. Ils ont même accusé le Sénégal à l'époque. Donc c'est pour vous dire qu'en réalité, aujourd'hui, ils accusent pratiquement tous les pays qui savent sont les pays phares au niveau de la CEDEAO. Mais ça s'explique, j'ai dit tout à l'heure. On n'a même pas besoin d'avoir un PhD pour ça. Lisez juste les documents de sciences politiques. Vous allez comprendre ce qu'on appelle le populisme. Comment ça se construit, comment la théorie s'élabore et ce à quoi la finalité. Et vous comprendrez que le populisme, et je répète, sa manière de réagir, c'est quoi? Désintéresser l'opinion de la réalité des faits vers un sujet autre pour éviter justement que l'opinion s'intéresse à ce pourquoi on a dit prendre les armes. Je répète et je dis toujours, et je suis d'avis avec le chef d'état-major, quand vous prenez le pouvoir là, ce n'est pas parce que la CEDEAO était votre ennemi. Quand vous prenez le pouvoir, le motif qui a été évoqué, c'était de ramener la stabilité dans votre pays contre des groupements terroristes djihadistes qui étaient très bien identifiés d'ailleurs. D'où vient-il qu'aujourd'hui, ceux-là sont abandonnés et c'est la CEDEAO qui devient l'ennemi numéro 1. Mais parce que justement, il y a un agenda qui est caché. Tous veulent conserver le pouvoir pour eux. L'agenda justement des différentes mais bien sûr, des jeunes. Parce qu'elles savent justement que la manière dont elles sont arrivées là, en réalité, si la situation se normalise, si éventuellement on veut faire de la lumière dans tout ce qui s'est passé, ben, elles ne seront forcément pas clean. Ça, c'est déjà une des premières choses. Mais je veux revenir même sur les détails donnés dans le communiqué, pardon, dans l'interview du général Tchani. Mais peut-être d'autres ne savent pas. Mais le général Tchani, Abdraman Tchani, a fait partie du contingent de l'ONU ici à Abidjan. Peut-être que les gens ne savent pas. Donc, il sait de quoi il parle. Il connaît les lieux dont il évoque là. Il a entendu parler, il a vécu en Côte d'Ivoire, le général Tchani, à la mission des Nations Unies. Voilà. Donc, ce n'est pas nouveau pour lui, c'est des choses qu'il sait. Je dis et je répète, quand on a une responsabilité à un tel niveau, au niveau de l'État, on ne parle pas comme un chroniqueur qui s'appelle Élisée Bolibé sur un plateau. Quand on commence à parler, on a l'obligation de faire suivre ses propos d'éléments justificatifs. Ça vous rend crédible. Sinon, tout ce que vous dites là, ça ne fait pas sérieux. Surtout quand c'est des accusations d'une telle portée. Je le répète et je le dis simplement. Aujourd'hui, Herman Antey dit, mais il y a des canaux diplomatiques qu'on doit... Mais les canaux diplomatiques, qui les a perdus? Moi, je veux qu'on fasse la genèse de l'histoire. Même quand le Burkina nous a accusés, qui a été la première, ou bien la première partie à engager le dialogue, à même solliciter une rencontre? Notre ministre de la Défense a accepté de traverser le territoire ivoirien, rentrer au Burkina, faire réunion au Burkina. Mais pourquoi? À un moment donné, quand même, il faut qu'on ait la lucidité. Moi, je dis et je répète. Pour la question où il a dit, par exemple, que mais pourquoi toujours, ou bien les gens ne peuvent pas se lever pour accuser. Mais je vais vous rappeler l'histoire. L'uranium enrichi en Syrie, ou bien en Iran. En Irak. En Irak. Quel est le résultat aujourd'hui? L'information a été donnée par les États-Unis. Ça a suscité, ça a été le motif pour lequel on a attaqué Saddam Hussein. Quand on a fini dans les Saddam Hussein, ça a été quoi le motif? On a tous vu ça. Pourquoi cet exemple-là, justement, Élisée? Mais je veux dire, quand on veut noyer son chien, quand on veut tuer son chien, on l'accuse de rage. Ça veut dire qu'on peut se donner tous les motifs justement pour atteindre un objectif. Je vous parle des États-Unis qui ont des satellites dans le ciel et qui, de leur position, peuvent vous voir, vous et moi, actuellement dans le studio, qui ont dit qu'en Irak, là, il y avait l'uranium enrichi. Et ils sont partis combattre. Pour ça, ils ont enlevé Saddam Hussein. Mais la vérité est sortie au final. Est-ce que c'était vrai? Mais c'était un motif qu'il fallait donner pour pouvoir amener une action. Donc, je veux sur ça rassurer Herman pour dire que si les gens veulent raconter n'importe quoi dans le but de pouvoir réaliser un projet, un objectif, ils vont le faire. Parce que l'objectif derrière, comme je le dis, c'est de pouvoir détourner l'attention de l'opinion publique vers des choses ou bien pour lesquelles ils sont venus. C'est tout. Il n'y a même pas trois raisons, en fait. C'est juste ça. Mais nous, aujourd'hui, l'état-major décide de répondre, le chef d'état-major décide de répondre. Moi, je vais dire, je vais rappeler, excusez-moi 30 secondes, s'il vous plaît. Accordez-moi juste ça. Peut-être que les gens ne savent pas
qui a signé cet état, le truc de l'état-major. Ils ne savent pas peut-être. Les gens ne savent pas qui est le général Doumbia Lassina. Oui. Mais permettez qu'on rappelle un peu qui est le général Doumbia Lassina. Allez-y. Je vais vous commencer juste à bio à partir de 1991. Parce que les gens ils pensent que les gens sont arrivés à la tête de l'armée de façon improvise. Ils ne savent pas la carrière des gens. Ils ne savent pas le vécu. Ils ne connaissent pas le background des gens. Il faut apprendre à respecter vos autorités. C'est aussi important que ça. Le général Doumbia Lassina, comme je vous l'ai dit, je vais juste sur la base de 1991. Oui. Ses fonctions occupées. 1991 à 1996, il est commandant de l'unité 1er bataillon d'infanterie d'Akwedo. 1996-98, il est commandant de brigade des élèves officiers d'actifs, École des forces armées de Bouaké. 1998 à 2000, il est chef du bureau instruction, École nationale des sous-officiers d'actifs, Bouaké, NSOA. 2000-2002, il est chef des opérations, zone opérationnelle Ouest Guiglo, quand il y a eu la crise. Quand il y a eu la crise, quand il y a eu la rébellion. 2002-2005, il est commandant des groupements tactiques, comme théâtre. 2005-2009, il est préfet du département de Toulepleu, gouvernorat militaire. Quand Gbagbo a nommé les préfets militaires, c'est lui qui est le préfet militaire à Toulepleu. Et ceux qui savent les combats, comment les combats étaient violents à Toulepleu, savent quelle était la bravoure de ce général-là. 2009-2011, il est commandant du 1er bataillon d'infanterie d'Akwedo. Et à compter du 1er juillet 2011, il est commandant des forces spéciales. La première unité des forces spéciales mise en place en Côte d'Ivoire, c'est lui qu'on a désigné comme commandant. Donc on se rend bien compte que... Ce n'était pas un proche de M. Ouattara. Mais quand le président Ouattara a pris le pouvoir, la première unité des forces spéciales qu'on a créée en Côte d'Ivoire, c'est lui qu'on a mis à la tête. Et il a été chef d'état-major adjoint avant de devenir chef d'état-major. Mais c'est quelqu'un de sérieux. Il ne peut pas se lever et dire des choses parce qu'il a envie de dire. Mais c'est parce qu'à un moment donné, il a estimé que trop était trop. Il faut qu'on interpelle les uns et les autres. Le général Tchani, il est général de brigade. Le général Doumbia, il est général de corps d'armée. Et puis, il n'a pas usurpé ses galons, il n'a pas usurpé ses étoiles. On fera la différence. Non. On fera la différence justement entre général de brigade, c'est 2 étoiles. Général de brigade, c'est 2 étoiles. Général de corps d'armée, c'est 4 étoiles. Et puis, ce n'est pas des étoiles qu'il a volées. Nous tous, je vous ai cité un peu son parcours. Quand on regarde ça, on sent qu'il mérite ces 4 étoiles. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui peut parler comme il veut. Ce n'est pas un parvenu. Donc, à un moment donné, il faut qu'on ait du respect pour nos autorités. Quand il décide de prendre la parole aujourd'hui... Quand il décide de signer un tel communiqué, il le signe en conséquence de cause et en connaissance de cause. Donc, il faut quand même qu'on ait un minimum de respect pour ce que nos autorités font. On peut ne pas aimer les autorités qui sont là. Mais à un moment donné, parce qu'on est ivoirien, on est né sur le territoire, on n'a pas choisi de naître ici, il faut qu'on ait du respect pour notre pays. C'est important. Réaction rapidement. Je suis toujours embêté lorsque les gens font des dérives, je pense, de mes propos. Je ne mets pas en doute les différents galons ou bien le mérite du général des corps armées qui dirige l'état-major de Côte d'Ivoire. Je ne mets pas en cause. Je dis simplement qu'on est dans un débat d'intellectuels. Et quand on est intellectuel, la même manière qu'on se positionne pour répondre à certaines accusations ou bien à certaines appréhensions des autres, il faudrait avoir la même posture, essayer de se mettre à la place des autres. Ce que je dis, et je ne dis même pas que la Côte d'Ivoire a accusé ou a tort ou a raison de quoi que ce soit, seulement que je veux qu'on ouvre. Aujourd'hui, on constate que le chef de l'état-major des armées ivoiriennes, de façon responsable, a produit un communiqué pour faire des précisions sur des accusations qui sont portées contre les armées ivoiriennes. Et ça, j'ai trouvé ça responsable. Quand on voit les termes de façon claire, on peut même dissuader les armées ivoiriennes. Et ça, je suis bien constant que par rapport aux différentes accusations antérieures, et qu'aujourd'hui on le produit, j'ai même dit sur ce plateau par plusieurs fois, pourquoi est-ce que l'état-major ou bien que la Côte d'Ivoire ne fait pas un point? Les mêmes gens ici ont dit non, que la Côte d'Ivoire était responsable, n'a pas besoin de répondre à ces genres de choses-là. Mais lorsqu'on laisse perdurer ces genres de doutes dans l'esprit des Ivoiriens, des populations, même à l'extérieur de nos pays, ça peut compliquer les affaires. Aujourd'hui, on arrive à un point où les gens nous accusent et on répond. Ça fait maintenant 2 nations, le Burkina et la Côte d'Ivoire, sur les mêmes éléments de langage qui nous accusent. Et le Niger. Tous 2 membres de l'AES. Tous 2 membres de l'AES qui nous accusent sur certains points. Ça suffit. À la même manière, quand on donne du crédit à nos forces armées, qui, de façon responsable, ne peut pas s'engager à cela. Parce qu'Élysée ne va pas me dire qu'il a mené une enquête pour savoir que les armées ivoiriennes ne sont pas forcément responsables de ça. Je suis d'accord que... Responsable de quoi, en fait? De tout ce dont on l'accuse. Je suis d'accord que par son esprit patriotique, ok. Mais moi, au-delà de l'esprit patriotique, j'ouvre. Je me dis... Vous ouvrez en disant... En disant que si les armées ivoiriennes, les armées extérieures estiment que, par plusieurs fois, nous accusent de déstabilisation, je ne cherche pas à savoir qui a raison ou qui a peur. Il y a des canaux.
Et je suis bien content qu'on revienne au canot de la diplomatie. Pourquoi est-ce qu'on me fait prendre une position comme quoi, non, les armées ivoiriennes ont forcément raison et que les armées étrangères n'ont pas raison? Ce n'est pas l'acte. Je me dis que dans un postulat de responsabilité, je reste avec la position de l'état-major. Mais en même temps, je me pose des questions. Mais pourquoi est-ce que c'est toujours nous qu'on l'accuserait? C'est ça le... Mais oui, mais c'est un point. Mais c'est un point. Au moins, c'est un fait. Oui, je ne suis pas... Laissez terminer. C'est au moins un fait que deux nations, qu'elles soient de l'AES, comme vous le disiez, ou autre chose, nous accusent de déstabilisation. Nous, intellectuels, ce n'est pas nous des douaniers ou quel que soit. Je sais que, d'accord, parlant de patriotisme, on peut arriver à se dire que les gens, non, mais sur quelle base? Très bien, nous dit aujourd'hui que la Côte d'Ivoire n'est pas forcément responsable. Très bien, merci beaucoup. De façon scientifique. On a bien compris. Là, il a parlé de... Bon, allez-y, Élisée. Okay. Je me réserve le droit aussi de répondre. Herman, c'est moi qui partage la parole. Je suis d'accord avec vous. Oui, voilà, merci. Voilà. Allons-y, Élisée. Juste 15 secondes pour rebondir rapidement sur la question des accusations, parce que c'est ça le point. Au-delà même de l'accusation. Non, on est dans un débat intellectuel. Oui. Donc, on ne peut pas, ça ne nous donne pas le droit de dire tel a raison, tel n'a pas raison et tout ça. C'est ça. Je suis d'accord qu'on n'est pas dans un tribunal. Mais le débat d'intellectuel, ça fait appel à l'intelligence et à l'intellectualisme. C'est deux notions différentes. Tu peux être intellectuel et pas être intelligent. Mais si tu es intelligent, tu es forcément intellectuel. Ça aussi, peut-être il faut qu'on définisse ça un jour. Quand on est dans un débat d'intellectuel, on a un débat de raisonnement logique. C'est-à-dire, on peut ne pas épouser la position que tu as, mais quand on voit ton argumentaire, on voit de la cohérence et de la logique dans ton argumentaire. Mais quand on regarde ton argumentaire ou quand on l'écoute, on ne sent même pas qu'il est logique, qu'il est décousu. Mais ça n'a rien d'intellectuel. Excusez-moi, ce n'est pas parce que vous avez juste un titre ou bien un diplôme que ça suffit qu'on dise que vous êtes intellectuel. Il faut que cela soit caractérisé par la logique. Quand on me dit, par exemple, que des gens disent, il faut qu'on regarde aussi le fait que les gars soient en train de nous accuser à tout moment et tout ça. Mais j'ai dit et j'ai répété tout à l'heure. Je vous ai ramené juste à un élément simple. Dieu merci, aujourd'hui, on a Internet, tout le monde peut se cultiver. Allez-y sur Internet, allez prendre les théories du populisme. Et quand vous allez finir de lire ça là, vous n'allez même plus venir poser la question de savoir, il faut qu'on voie pourquoi les uns et les autres aussi en sont en train de nous accuser. Vous comprenez tout de suite la théorie qui a été développée. C'est tout. Très bien. Écoutons Barry parce qu'il demande la parole et ensuite, du moins Marius. Allons-y, Barry. Oh, Christelle, c'est que moi je voulais dire, en fait, la Côte d'Ivoire est frontalière avec le Ghana, avec le Libéria, la Guinée, le Mali et le Burkina. Au départ, les frictions, c'était avec le Mali. Je pense que depuis un certain moment, il y a quand même une certaine accalmie avec le Mali. Il vous souviendra que le ministre Abdoulaye Diop avait porté des accusations vis-à-vis de la France. Le ministre Abdoulaye Diop, du Mali, brillant diplomate d'ailleurs, avait porté des accusations. Il avait dit qu'il allait saisir le Conseil de sécurité. Malheureusement, je ne sais pas pourquoi le Conseil de sécurité n'a pas été saisi. Bref, maintenant, c'est le Niger qui porte le chapeau. Quand vous suivez l'argumentaire, on peut porter des accusations contre quelqu'un. On choisit les mots. Mais quand le général Tiani traite le président Alassane Ouattara de renégat, est-ce que sur le plan diplomatique, c'est courtois? Quand le capitaine Ibrahim Traoré dit que les pays de la CEDEAO sont des valets de la France, le Nigeria à lui seul fait peut-être 10 fois le PIB de ces trois pays-là. Vous dites au président Tinubu que c'est un renégat. Ce sont des insultes portées à l'encontre des chefs d'État. Ce sont des mots. Sur le plan diplomatique, ce sont des mots qu'on n'utilise pas. Non, mais ils n'ont aucune notion de diplomatie. Est-ce que vous comprenez? Donc les canaux, quand on est dans un État... Et la façon de s'exprimer, la posture. Les mots, tu peux m'accuser d'avoir fait tant. Mais quand tu me... Moi, parce que je coopère avec la France, je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire ou de la Guinée, les pays francophones, parce que je coopère avec la France. Ça fait de moi un non-africain, ça fait de moi un anti-panafricain. Je suis désolé. La Côte d'Ivoire, depuis le temps du président Félix Houphouët-Boigny, c'est le pays essentiellement qui a appliqué le multiculturalisme affilié à l'Afrique. Moi, je suis devant vous. Je suis un exemple. Moi, mon père a quitté la Guinée dans les années 70 parce qu'il n'avait pas des opportunités. J'ai été à l'école ici et comme moi, en Guinée, des ministres, des officiers supérieurs, des magistrats, des opérateurs économiques ont bénéficié de ce que le président Houphouët-Boigny a fait. Et je pense que tous les chefs d'État ivoiriens, dans cette même suite-là, jamais aucun chef d'État
n'a remis en cause ce point fondamental qui fait la particularité de la Côte d'Ivoire. L'africanisme en Côte d'Ivoire, ce n'est pas les discours, ce sont des faits. Donc, quand vous traitez un chef d'État, il y a le droit d'aînesse, ça c'est un d'abord. Il y a l'élégance diplomatique. Mais quand vous traitez un chef d'État de renégat, d'un contenu diplomate, excusez-moi, qui va vous prendre au sérieux? Je vous dis, il y a l'Union africaine. C'est vrai qu'ils sont suspendus à l'Union africaine, mais il y a certaines cours. Quand vous avez des accusations, apportez les preuves là-bas. C'est d'État à État. C'est clair. Vous pouvez rappeler. Il y a un ambassadeur du Niger en Côte d'Ivoire. Si le Niger pense que la Côte d'Ivoire est source de déstabilisation, ils peuvent rappeler l'ambassadeur pour consultation. Ils peuvent le rappeler définitivement. Ou bien ils peuvent porter plainte au Conseil de sécurité de l'ONU pour dire que voici ce qui est reproché à la Côte d'Ivoire et à ces pays-là. La Russie est un soutien des pays de l'AES. Il est membre permanent du Conseil de sécurité. Oui, tout à fait. La Russie peut demander une enquête. Pourquoi la Russie ne le fait pas? Très bien, Barry. Mais on sait comment aussi la Russie a géré la question de la Syrie. La Russie ne veut pas se fourvoyer parce qu'il y a pas d'argument. Très bien. Justement, sérieux. Justement. Alors, Marius Komoé, est-ce que l'attitude, quand on regarde un peu le commentaire, on a suivi un peu 2 heures de temps, le président nigérien s'est exprimé. Est-ce qu'ils ne veulent pas pousser la CEDEAO à bout en utilisant donc ces mots pas du tout élégants vis-à-vis des chefs d'État constitutionnellement installés? Est-ce qu'ils ne veulent pas pousser la CEDEAO à dire vos 6 mois en réalité, nous n'en voulons pas, il faut couper la poire en 2, allez-y. Barry, réaction, du moins Marius, réaction. À dire vrai, dans la situation qui est la leur, nous les comprenons. Puisque nous-mêmes en Côte d'Ivoire, nous avons traversé une situation, j'allais dire une zone de turbulence, de 2000 à 2011. Et durant ces moments difficiles pour les Ivoiriens, il suffisait d'une petite déclaration d'un chef d'État de la sous-région. On se souvient encore des envolées lyriques dans les médias conventionnels contre Aboulaye Wade, dans ses prises de position contre la Côte d'Ivoire à l'époque. On se souvient encore des journaux proches du régime. Pourquoi cet exemple, Marius, revenons sur... Mais tout simplement, c'est pour ça que je vous ai dit au début que nous les comprenons. Parce que nous avons traversé ces zones de turbulence. À l'état actuel de la situation du Niger, du Burkina, du Mali, il suffit d'une seule déclaration qui ne va pas dans le sens du maintien de la junte militaire au pouvoir que vous êtes un adversaire. Or, la junte au pouvoir au Niger, au Mali, au Burkina ne sont pas là pour l'éternité. Ma question était la suivante, je la rappelle. Je disais, la CEDEAO a dit, nous vous laissons un temps de 6 mois, justement le temps de voir s'il y a possibilité pour vous de revenir. Est-ce que l'attitude assez poussée et très dure justement de ces juntes-là qui insultent pratiquement, est-ce qu'elles ne veulent pas dire à la CEDEAO, nous ne voulons plus de vous, mais laissez-nous tranquilles? Pourquoi ne pas regarder aller au second degré et puis les laisser partir, Marius? Mais déjà, ils ont déclaré ne plus faire partie de la CEDEAO. Mais ça, c'est la déclaration. Mais dans les faits, ils n'ont rappelé aucun de leurs ambassadeurs. Dans les faits, ils continuent de commercer avec la Côte d'Ivoire et plusieurs autres pays. D'ailleurs, ils n'ont jamais rappelé leurs ressortissants à quitter les pays de la CEDEAO, encore moins de l'UEMOA. Donc, alors, moi, je me dis que... Ils sont toujours membres de l'UEMOA. Bien entendu. C'est des déclarations d'hommes politiques, des militaires qui sont devenus des hommes politiques désormais et qui veulent s'éterniser, à ce que je vois, au pouvoir. Sinon, ça fait quand même quelques années. Ils ont bien dit qu'ils étaient là pour un temps bien donné. Ils ont repoussé. La CEDEAO les amène à comprendre la nécessité d'organiser des élections. Et chaque fois que la CEDEAO prend un communiqué, ils trouvent une situation pour accuser un chef d'État et plus particulièrement le chef d'État ivoirien. Bon, moi, je suis patriote, hein, et ça, je le dis de façon claire et distincte. Je ne peux pas accepter qu'on accuse à n'en point fini mon pays sans en apporter des preuves. Très bien. Hier, s'ils nous ont, j'allais dire, bercés avec leurs accusations, mais aujourd'hui, ça ne peut plus tenir parce qu'il faut nous apporter des preuves et nous ne pouvons pas accepter que la Côte d'Ivoire, un grand pays comme le nôtre, qui a 40% du PIB de l'UEMOA, soit accusé de déstabilisation dans la zone de la CEDEAO. Très bien. Dans tous les cas, l'état-major a réagi. La Côte d'Ivoire n'est mêlée ni de loin ni de près aux accusations portées par le président
donc, du Niger. Les forces armées, et je lis ce passage du communiqué du général d'armée Lassina Doumbia, chef d'état-major des armées. Les forces armées de Côte d'Ivoire, fidèles à leur longue tradition de coopération avec les pays de la sous-région, demeurent engagées à continuer à apporter leur contribution à la paix et à la stabilité régionale. En tout cas, merci d'être venus, chers amis, partager ce plateau avec nous. Merci de nous avoir suivis. Marie, merci. Herman, Marius, Élisée. Merci de nous avoir suivis. Les programmes continuent sur la FTV. Bonsoir.